Rangée première. « 1944, quelque part en France occupée. » Non. Nous sommes en 1964, sur les lieux de tournage du film « Le Train ». Le Train. Ce titre à lui seul laisse supposer que le chemin de fer sert de cadre à l'action. Un train est effectivement la vedette du film dont gare, dépôt et voie constituent le décor authentique. Mise en scène par John Frankenheimer et Bernard Farrell, ce film propose au spectateur une version romanesque d'événements réellement vécus et son interprétation réunit des comédiens anglais, américains et français. À l'occasion de la sortie du film, un train spécial a conduit sur les lieux de tournage les représentants de la presse et tous ceux qui, à des titres divers, ont participé à sa réalisation. Le populaire acteur Michel Simon s'est prêté de bonne grâce au petit jeu des questions et a confié ses impressions aux reporters. Les premières émotions de mon enfance, je les ai connues sur une locomotive. Mon oncle, savoyard, conduisait des locomotives. Et puis, par la limite d'âge, il a postulé un emploi sur le petit chemin de fer qui monte au Mont-Revard, le petit funiculaire. Et de temps en temps, il me laissait conduire. C'est pourquoi j'ai accepté avec enthousiasme ce rôle de mécanicien qui m'a permis de me retrouver pendant plusieurs semaines dans ce qui m'a rappelé ma jeunesse. Sentinelle, sur le train blindé, travaillez vos dire de l'attention. Le chef de gare, pas encore, n'en fait pas trop des dépenses. Les prises de vue ont presque toutes été réalisées dans les emprises du chemin de fer. Elles ont nécessité la mise en œuvre d'un matériel considérable et il est bien évident que ce grand film n'aurait pu être tourné sans l'accord de la SNCF et le concours de techniciens ferroviaires, particulièrement précieux pour la mise au point de scènes aussi délicates que le tamponnement de 2 locomotives, par exemple.
Les séquences les plus spectaculaires sont celles qui exigent la préparation la plus minutieuse. Il n'est pas si simple d'organiser un déraillement ou un tamponnement. Les rails d'acier doivent être remplacés par des rails en tôle. Les wagons promis à la destruction soigneusement préparés. Les châssis préalablement découpés. 616, plus deuxième. Bien entendu, des mesures de sécurité très sévères s'imposent et grâce aux précautions prises, on n'eut à déplorer que la détérioration de quelques caméras au cours d'un déraillement. Le tournage en extérieur sur la SNCF eut lieu à la Glacière-Gentilly, Argenteuil-Triage, Saint-Ouen-les-Docks, d'Argentville, Acquigny et Vert-Torcy. Durant plusieurs mois, une partie du dépôt de verre fut transformée en un véritable studio. C'est là que furent tournées les séquences de la première phase des explosions, où l'on peut voir Papa Boule, le vieux mécanicien que j'incarnais, échapper au bombardement avec son train. Yes, sir. Place de départ, rapidement. Très rapidement. Moteur demandé. Train 520, F première. Action, travaillez. Move your engine! Get it out of here! Move your engine! Une partie de l'action menée par l'inspecteur Labiche, interprété par Burt Lancaster, se déroule dans un poste d'aiguillage qui a dû être reconstitué de toutes pièces par l'équipe de décoration du film. Quelques jours avant la scène capitale du bombardement, le dépôt de verre fut envahi par une nuée de techniciens, d'acteurs et de figurants. Les spécialistes s'affairèrent durant de longues heures, creusant des sapes et préparant des charges d'explosifs. Étant donné l'ampleur et l'importance de la scène qui devait être tournée, sans pouvoir être recommencée, les opérateurs en nombre inhabituel s'installèrent un peu partout. Train 616, Q première. Le résultat fut conforme en tout point aux espérances des réalisateurs. Ce faux bombardement fut une réussite parfaite. Mais cette deuxième phase, qui nécessita une mise en scène et des moyens énormes, fut tournée dans le triage désaffecté de Gargenville. Il n'était pas question de détruire le dépôt de verre que nous avons été heureux de retrouver lors du voyage organisé à l'occasion de la sortie du film. Que de souvenirs il a réveillés en moi. Je les ai connus, les cheminots français, en 1905. Et puis je les ai retrouvés en 44. En 44, et je les admire profondément et je les aime parce que c'était des héros touchants, touchants par leur humilité. Ils n'ont jamais attiré l'attention sur eux, ils n'ont jamais demandé à ce qu'on leur rende des hommages. Et je trouve que l'hommage qu'on leur rend aujourd'hui, quoique tardif, est 1000 fois mérité.
Les prises de vue cinématographiques en travelling d'un train en marche ont toujours été d'un effet très spectaculaire, qu'elles soient du sol ou aériennes. Celles-ci ont été tournées sur la ligne Paris-Le Havre pour les besoins d'un film du service cinéma de la SNCF, Chemin vers la mer. La réalisation de ces vues exige des conditions spéciales de tournage et une minutieuse préparation. D'abord, le choix du terrain. Il fallait, pour mener à bien l'opération, une bonne route longeant la voie sur une section d'au moins 5 km et permettant à la voiture travelling de suivre le train roulant à 150 km à l'heure. D'autre part, pour autoriser les vues aériennes à très basse altitude, une plage exempte d'obstacles au sol était nécessaire. Le plan d'eau d'un bras de la Seine épousant le tracé de la voie a offert cette possibilité. La gendarmerie fut mise à contribution. 4 motards et 2 voitures radio vont assurer sur la route la liberté d'action de la voiture de prise de vue. C'est d'un hélicoptère équipé spécialement que les vues aériennes seront tournées. Tandis que la voiture et ses techniciens vont prendre place sur la route, le navigateur et l'opérateur de l'hélicoptère consultent le plan des opérations. Sur la route, l'équipe terrestre, de concert avec les gendarmes, met au point les dernières dispositions. La section du parcours utilisée sera interdite à toute circulation pendant les prises de vue. Muni d'une radio portative, un guetteur signalera l'arrivée du train, ce qui permettra à la voiture de démarrer et de prendre la vitesse nécessaire pour être à sa hauteur à l'endroit prévu. De leur côté, les cinéastes aériens s'apprêtent à décoller pour se porter au devant du train et le prendre en charge. Le train a été signalé par le guetteur. Précédé d'un motard, la voiture de prise de vue démarre. Et l'hélicoptère va le prendre en chasse. Toutes les prévisions s'avèrent excellentes. Les caméras tournent. Le contact rail, route et aérien s'opère exactement au point désigné sur le plan de travail. La voiture travelling, qui roule à plus de 150 km à l'heure, reste constamment en liaison radio avec les postes fixes. Pour compléter les prises de vue, la même opération est exécutée dans le sens inverse. La marche du retour observe les mêmes disciplines. Mais elle va surtout permettre au pilote de l'hélicoptère de voler sans danger à quelques mètres au-dessus des eaux de la Seine et d'évoluer avec souplesse aux côtés de la locomotive. Sa mission travelling accomplie, l'appareil prend de l'altitude et va maintenant survoler de grands ensembles ferroviaires, car il est devenu un précieux collaborateur du cinéma, permettant de passer sans transition du premier plan à l'ampleur illimitée des vastes étendues terrestres.
Le cinéma est devenu pour la SNCF un précieux auxiliaire. C'est un moyen d'investigation sûr et les prises de vue au ralenti, le plus souvent employées au cours d'essais, peuvent révéler la solution de problèmes bien souvent posés. Le film, une fois enregistré, peut être projeté et examiné image par image. On a aussi la possibilité d'agrandir photographiquement chacune d'elles. Il est évident qu'une des caractéristiques de notre époque est la vitesse. Il faut aller vite, toujours plus vite, sans pour cela oublier, surtout en matière de chemin de fer, la sécurité et la ponctualité. Le problème consiste ici à déterminer la loi des vibrations d'une caténaire avant, pendant et après le passage d'un train et corrélativement de mesurer le soulèvement maximum des conducteurs sous l'action du ou des pantographes de l'organe moteur. Une caméra de ralenti est installée à hauteur du fil de contact. Une mire graduée est placée en arrière de la caténaire et à l'opposé de la caméra. La hauteur a été réglée de telle façon qu'au repos, l'image du fil étudié donnée par l'appareil de prise de vue coïncide avec le zéro de la mire. Le train d'essai arrive à 160 km à l'heure. L'appareil de prise de vue est mis en marche, 240 images à la seconde. L'enregistrement au ralenti montre nettement le soulèvement de la caténaire. L'analyse du film, dont on connaît le temps séparant deux images consécutives, permet par projection image par image de déterminer la courbe des variations de hauteur du conducteur en fonction du temps, compte tenu des distances respectives entre la caméra, la caténaire et la mire. Un autre mode d'investigation permet l'inspection sur une bande graphique des mouvements de la caténaire. Un second passage du train d'essai va être enregistré dans les mêmes conditions par la caméra. Curieux et étonné par la vitesse du train, un avion descend pour mieux voir son terrestre concurrent et l'antique lanterne du passage à niveau rêve au bolide de son jeune âge. Ici, il s'agit de reproduire la forme que prend une caténaire dans une de ses portées au moment du passage d'un ou deux pantographes. 4 caméras sont disposées en face de 4 mires, divisant la portée en tronçons égaux de 10,80 m. Les appareils utilisés cette fois tourneront à la vitesse normale, c'est-à-dire 24 images à la seconde. Comme précédemment, les mires sont fixées sur des poteaux implantés à 1,60 m du rail et leur plan rigoureusement perpendiculaire à l'axe de prise de vue. On procède ensuite à la mise au point et au réglage de la hauteur des mires afin d'amener dans le cadre de l'image leur zéro au niveau des fils de contact de la caténaire. Afin d'éviter toute erreur, les mires ont été immatriculées de 1 à 4 et portent le numéro du train régulier qui va cette fois servir à cette expérience. Le train arrive, un signal, on tourne. Il roule à 120 km/h et passe successivement devant les 4 caméras qui fidèlement enregistrent les mouvements de la caténaire, oscillant sous l'action des 2 pantographes en prise. L'examen des films obtenus a permis de reproduire très exactement la forme du fil de contact au passage des pantographes. Le cinéma au ralenti a prouvé ici encore son indiscutable utilité du point de vue des recherches techniques. Lors des premiers essais des voitures métalliques sur pneus, qui depuis décembre 1948 composent régulièrement le rapide Paris-Strasbourg, on s'aperçut que certaines pédales de signalisation étaient détériorées par les frotteurs métalliques nécessaires pour établir le court-circuitage d'un rail à l'autre, indispensable à la commande des signaux.
Différents types de pédales furent disposés le long des rails et examinés pendant le passage de la voiture par l'œil impitoyable de la caméra. Tractée ou poussée par un autorail, la voiture d'essai va passer sur chacune des pédales mises successivement en service et son comportement minutieusement observé au passage. L'incident arrive et l'appareil l'a fixé sur la pellicule. Le ralenti le révélera maintenant autant de fois qu'il sera nécessaire et ces images ont servi aux techniciens qui les ont examinées vue par vue. Elles leur ont permis d'apporter toutes les modifications nécessaires afin d'éviter dorénavant la détérioration de ce matériel qui, après avoir subi de nouveaux essais devant la caméra, a donné cette fois toute satisfaction. Les essais qui vont être réalisés sur cette voiture métallique ont pour but de mesurer les fatigues et déformations sous l'effet des charges verticales telles qu'elles agissent en service. Les contraintes du métal sont mesurées par des extensomètres à fil résistant. La charge est exercée par de l'air comprimé, agissant dans 24 cylindres dont chacun d'eux déploie une pression d'1 tonne. Répartis sur le sol de la voiture, ils prennent appui à leur partie supérieure sur de grands balanciers, traversant la voiture de part en part par les baies et reliés par des tenants articulés à des blocs de lestage posés sur le sol. Sous l'effet de la contrainte mécanique, la matière et par suite le fil résistant subit un petit allongement relatif ou contraction qui se traduit par une variation de sa résistance électrique et qui est détecté et amplifié par des appareils enregistreurs qui permettent l'inscription automatique des contraintes mesurées. Les résultats satisfaisants de ces essais ont permis d'apporter en cours de construction des modifications locales destinées à améliorer encore la tenue du matériel et la sécurité. Afin d'acheminer vers leur lieu de destination les grandes barres de rail soudées de 72 mètres de longueur utilisées à l'intérieur des souterrains, on a procédé à des essais de transport. Il a été remarqué lors du premier essai, où les barres avaient été simplement posées sur les wagons, que dans les courbes, certaines d'entre elles se sont couchées et en d'autres endroits du parcours, sans raison apparente, ont exécuté de véritables sauts de cartes. À l'issue de ce premier transport, en procédant au déchargement des rails, on s'aperçut que certaines modifications devraient être apportées dans la technique de cette opération, qui malgré tout ne s'avéra pas trop mal réussie pour un premier essai.
Instruits par l'expérience du premier transport et afin de remédier aux inconvénients remarqués, les rails posés à plat sont maintenus aux champignons par des crémaillères de fixation. Docilement, épousant les méandres de la voie, dont certaines courbes accusent 170 mètres de rayon, les rails serpentent harmonieusement. Un matériel de déchargement spécialement étudié permet cette fois de réaliser cette opération dans un minimum de temps avec un maximum de sécurité. Ce deuxième voyage d'essai a été tout à fait favorable et concluant, et il semble maintenant que de tels transports puissent passer du domaine de l'étude à la réalisation pratique. Noël, c'est pour les enfants, mais également pour les plus âgés, l'époque du merveilleux. Pour sa grande émission du 24 décembre 1960, la télévision française avait fait appel à ce merveilleux en organisant, avec le concours de la SNCF, un spectacle télévisé dans un train spécial entre Lille et Paris. À vous, les majorettes! Jean Nohain, en mécanicien pour l'occasion, était le grand maître de l'émission. Nous avons notre chef contrôleur, monsieur l'inspecteur Souplex, avec les joyeux rossignols. Nous avons notre chef de cuisine du wagon-restaurant, Pierre Doris. Nous avons le marchand de victuailles ambulant, Jean Lefebvre. Nous avons notre marchande d'oreiller couverture, Rosalie Dubois. Nous avons les voyageurs. Nous avons le paysan, qu'on trouve toujours dans les trains, même dans les trains magiques, Jacques Courtois et son canard. En route, c'est un music-hall roulant qui s'élance pour 258 km de spectacle. Comme dans un théâtre, les coulisses ont leur mystère. Dans les loges, on rencontre habilleuses et maquilleuses au travail. Arras, première étape. Une foule nombreuse s'est déplacée pour admirer le train de Noël, dont le nom, tel celui d'un conte, fait rêver. Retransmettre l'image télévisée d'un train en marche présentait quelques difficultés et posait pour les techniciens des problèmes nouveaux. Une antenne fixée sur une voiture adressait son message à un hélicoptère relais.
Dans le train en marche, les marionnettes s'animent. L'hélicoptère en vol joue son rôle de miroir pour qu'au même instant, studio puis téléspectateurs dans leur fauteuil reçoivent ce spectacle mouvant. Le téléphone qui est en service normal sur les trains de la ligne Paris-Lille est mis à contribution pour l'émission. Jean 1 entre en communication avec les studios de Paris pendant que les téléspectateurs écoutent la conversation et reçoivent simultanément sur l'écran l'image de chacun des deux interlocuteurs. Moi, je vous entends très bien, Jean 1. Sur Marianne Scène, dans un instant. Et le spectacle continue. Paris, les caméras du train vont être relayées par celles placées sur le quai d'arrivée. Je pense que le train va arriver pendant ce temps-là. Nous allons faire de notre mieux. Il n'y a jamais de retard à la SNCF. Catherine Langeais, hôtesse de la gare du Nord pour quelques instants, est venue accueillir le train de Noël. Notre charmante speakerine groupe les deux conducteurs, le cheminot et Jean Nohain, dans une interview animée. Cette réunion est le symbole de la parfaite collaboration qui, au cours de cette journée, a existé entre la RTF et la SNCF pour la réalisation de ce programme exceptionnel. Et le spectacle quitte le train pour s'installer en gare du Nord pendant que Paris se prépare pour un joyeux réveillon.
I say, you know what will happen. Numéro 125, en provenance de Caen, Lille, Roubaix, Tourcoing, entre en gare. Veuillez vous éloigner du quai, s'il vous plaît. Le train numéro 5717, en provenance de Paris-Lyon, va entrer en gare d'hier. Éloignez-vous du bord du quai, s'il vous plaît. Où ils vont, ces trains? C'est des renforts qu'ils envoient en Normandie. Mais t'es fou! Vas-y! Il passe là? Hein? Il passe là? Eh non, 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 il va à droite, là. Hein? Bien sûr. Ah non, il va à gauche. Ah bah oui. Ouais, il va à gauche. Non, il va à droite. Il va là. Là. Vert, oui. Il passe là. Est-ce que tu es sourd, des idiots? Descends de là et mets-toi à l'abri. Descends de mon train. Tu es fou, il va pleuvoir des bombes dans une seconde. Fous-moi le camp. Tu ne peux pas passer. La voie est fermée. Oh, voilà. Mais fallait pas le menacer, mon Dieu. Mais chef, c'était pour l'obliger à conduire. Oh là 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 là. Mais faut arrêter ça, on va se tuer. Laissez-moi faire, chef. Pourquoi, tu t'y connais? Ben, un peu. Papa était chauffeur de locomotive. Il m'emmenait souvent avec lui. Bon, alors, le frein. Ben oui, mais j'étais petit, hein. Non, c'est pas ça. Ça, c'était touche pas à ça, petit con. Ça aussi, c'était touche pas à ça, petit con. Chef, c'est ça. Non,
Non, ça, c'est pas le frein, ça. Ah non, ça c'est le sifflet. Parce que chaque fois qu'il m'emmenait avec lui, il disait... Essaye de te rappeler, mon Dieu, le frein. Le frein. Rien qu'en vêtements, il y en a pour des millions. 3 manteaux de Dior, 6 tailleurs Chanel, mes robes du soir de chez Givenchy. 21, à destination de Sens, Dijon, Chalon-sur-Saône, Lyon, à Paris. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ.